euh, pour le halal investing, mais comment tu définirais ça pour le commun des mortels, en fait? Euh, ok. Déjà, merci pour l'invitation au webinaire. C'est un plaisir. Et puis, j'en profite pour dire bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Comment est-ce que je définirais le halal investing? Finalement, c'est un peu comme tout en finance islamique. C'est de l'investissement. Enfin, on prend tout un tas de décisions financières dans notre vie. Les décisions les plus courantes, c'est les décisions de consommation. Généralement, on réfléchit pas trop quand on va dans un magasin acheter une paire de chaussures ou acheter un t-shirt ou même faire ses courses. Il y a des décisions qui sont liées au financement. Quand on a des projets qui sont un petit peu conséquents, on a envie d'acheter une maison, on a envie de partir faire le tour du monde ou des choses du genre. Et puis, il y a aussi les décisions d'investissement. Comment est-ce qu'on mobilise son argent? Comment est-ce qu'on essaye de le faire travailler pour justement soit atteindre certains objectifs ou soit financer aussi certains projets. Le fait de placer son argent à droite, à gauche, ça peut aussi aider à ça. Et puis le côté halal, c'est du coup le côté qui est permis vis-à-vis de notre religion. Alors Exactement. comme on a un côté halal sur plein de choses, notamment la nourriture, il y a des choses que l'on peut manger et que l'on peut boire, et d'autres que l'on ne peut pas manger et que l'on ne peut pas boire. C'est un petit peu la même chose en termes d'investissement. Il y a plusieurs principes fondateurs en termes de finance islamique. Le fait que l'intérêt est interdit, le fait que les secteurs illicites sont interdits, c'est-à-dire que tous les secteurs liés aux industries porcines, à l'alcool, certains disent l'armement, la pornographie, enfin toutes les choses qui sont contraires à l'éthique islamique de base, c'est des secteurs sur lesquels on peut pas aller. Tous ceux qui amènent une composante d'aléas contractuels, le gambling, les paris sportifs par exemple, les casinos, ce sont des choses qui sont interdites. Et en fait, à partir de ces trois principes, on arrive déjà à percevoir de quelle manière on peut investir en islam et de quelle manière on ne peut pas. Donc, il y a forcément un filtre sectoriel, c'est-à-dire que est-ce que quand j'investis dans Tesla, est-ce que Tesla, c'est quelque chose qui entre en opposition avec l'islam? Est-ce que c'est est-ce que le secteur automobile, le secteur des voitures électriques est quelque chose qui est interdit en islam? A priori, non. Mais du coup, après, ce qu'on va regarder en second filtre, c'est est-ce que, euh, j'ai le droit d'investir dans ce type d'outils. C'est Une ça, ouais. société, Exact. elle peut émettre plein d'instruments, elle peut émettre des actions qui sont un titre de propriété, mais elle peut aussi émettre des obligations qui sont là, un titre, C'est une ça. créance que l'on détient. Et la dette, elle n'est pas tradable en islam. Et qu'elle peut émettre tout un tas d'autres titres financiers, des options qui, elles, sont des paris sur la valeur future d'un titre quelconque. Et là, du coup, on retrouve cet élément d'aléa contractuel qui était interdit, donc c'est pas possible. Grosso modo, quand on regarde un petit peu l'univers d'investissement dans lequel on a plein de choses. Il y a énormément d'instruments. Enfin, le système financier il est ultra complexe. Mais en tant que musulman, on doit se restreindre à certaines classes d'actifs. Et en fonction de ces certaines classes d'actifs, à l'intérieur même, on doit sélectionner celles qui sont vraiment conformes à notre éthique. Alors, je reste délibérément un peu large pour pas aller. Parce qu'en fait, si on creuse dans chacun Ouais, des ouais, sujets, ouais. on peut aller très très loin.
Mais comme l'a dit ça, si vous avez des questions et si vous voulez préciser un point ou un autre, n'hésitez surtout pas. Et puis on y va volontiers. Mais si on regarde vraiment de manière très macro l'univers d'investissement qui nous est disponible, grosso modo, on a deux grosses classes, les actions, les obligations. Ça, c'est un petit peu partout. Les actions, c'est permis. Les obligations, bien évidemment que non, étant donné que ce sont des titres de dette. Des choses qui s'apparentent à des obligations et qui sont permises, c'est des sous-coups. C'est un peu un hybride entre l'action et l'obligation. C'est quelque chose qui ressemble, qu'on donne à tort comme une obligation islamique. Mais en réalité, il y a toujours un actif sous-jacent et du coup, il y a toujours un espèce de semi-droit de propriété sur l'actif sous-jacent. Et ça, du coup, c'est permis. Mais est-ce que c'est accessible? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est notre question. Les choses qui sont aussi assez courantes, en tout cas, et que je vois dans la communauté musulmane, c'est tout ce qui est lié à l'immobilier. Alors, on peut investir dans l'immobilier, c'est halal, bien évidemment. Ce qui ne l'est pas, c'est d'utiliser un effet de levier qui est illicite, c'est-à-dire que prendre une hypothèque chez une banque classique ou un crédit immobilier chez une banque classique pour justement acheter ce bien-là, ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a toujours cette composante d'intérêt. Mais si vous voulez acheter un immeuble cash, vous pouvez le faire. Ou si vous avez un financement islamique, c'est permis. Et puis, une autre classe qui est sous-cotée, mais qu'on ne devrait pas, et qu'on devrait regarder beaucoup plus attentivement, c'est tout ce qui est les entreprises non cotées. Les entreprises non cotées, ça peut être le snack que votre cousin veut monter et puis vous investissez dedans. Et du coup, vous avez, c'est des actions que vous achetez et vu que c'est votre cousin, vous savez qu'il va faire que une activité licite dedans, donc ça, c'est un investissement licite. Tout ce qui est lié aux petites PME aussi. Investir dans une PME qui a une activité licite et qui s'engage à ne pas avoir d'activité illicite et qui n'a pas recours à l'endettement et à des solutions comme ça, c'est complètement permis. Typiquement, tous les commerçants et tous les entrepreneurs de la communauté musulmane. Et du coup, ça inclut aussi toutes les startups. On parle beaucoup d'angel investing et investir dans la tech. Une startup de base, c'est très charia compliant si son activité l'est, parce que souvent les startups n'ont pas du tout, ont pas accès au financement bancaire pour des raisons de risque. Après, il faut bien s'assurer dans quelle startup on investit, parce que bien évidemment, si la personne n'a pas, si l'équipe fondatrice n'a pas une éthique musulmane, le jour où ça va très bien, dans 5-6 ans, elle pourrait faire appel à du prêt bancaire et ça pourrait invalider l'investissement. C'est un peu les choses que l'on peut voir comme type d'investissement dans l'économie réelle. Et puis avec une autre classe qui fait beaucoup de bruit depuis un petit moment, un autre type d'asset, c'est tout ce qui est lié aux cryptos. Les cryptos, il y a beaucoup de débats dans la communauté. Il y en a qui disent que c'est illicite, d'autres qui disent que c'est licite. Chacun doit faire ses recherches et puis essayer de tirer un petit peu sa conclusion. C'est ça, ouais. Moi, je pense que c'est une petite révolution et du coup, c'est un actif qui peut être intéressant, qui est certes très risqué, mais qui a l'avantage d'être très accessible, peu importe les bourses des investisseurs. On peut investir, si on veut, 2 € dans une crypto, il n'y a pas de souci, ça se fait très facilement. C'est ça, il y a pas mal d'avis, il faut faire ses recherches. Tout n'est pas tous les cryptos ne s'équivalent pas. Par contre, ici, à la question, c'est par rapport au Forex. Ouais. Le Forex, la seule manière de faire du Forex, c'est de le faire en spot. C'est-à-dire, si j'ai envie de t'acheter 2 $ avec mes francs suisses ou avec mes euros, je peux. C'est-à-dire que la transaction doit se réaliser de manière simultanée.
De mémoire, c'est lié à un hadith euh, qui, qui énumérait 6 denrées qui étaient considérées comme de la monnaie. Il y avait l'or, l'argent, il y avait les dattes, il y avait l'orge. Il me semble qu'il y avait, il y en a 2 autres que j'oublie toujours, peut-être le sel et peut-être la farine. Je ne suis pas du tout sûr là-dessus. En fait, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que dans le hadith, il est exprimé que, en fait, il faut que ça se fasse en quantité égale, date à date, et surtout de main à main. Et le fait de parler de main à main, c'est pas forcément qu'on doit se taper dans la main comme quand on était petit en disant deal. C'est que ça doit se faire de manière simultanée. Et du coup, cette histoire de Forex, elle est super importante pour plein d'actifs, parce que j'ai pas parlé justement des métaux précieux. Avant, notre monnaie, c'était le dinar, le dirham, donc l'or et l'argent, et puis du coup, c'était des métaux précieux et des métaux de réserve. Et ce qu'on ne peut pas faire avec le Forex, on ne peut pas le faire non plus avec les métaux. C'est-à-dire que lorsqu'on achète de l'or, on n'achète pas de l'or à crédit où on reçoit de l'or maintenant et puis ensuite on paye dans 30 jours. Ça doit se faire de main à main, de manière simultanée, tout doit se faire en instantané. Yes. Non, c'est clair, sur ça, après, c'est le Forex parce que il y a beaucoup de gens, la manière avec laquelle ils se font de l'argent, c'est sur les calls, il faut Les sur faits de les levier. options, les effets de levier, sur les Ouais. options, sur les Forex. Et ça, c'est Alors, tu as complètement les autre chose. contrats, t'as les contrats à terme, tu as tout ce qui est forward future, et donc ça, c'est de l'effet de levier complètement. Et puis après, tu as aussi les options qui te permettent un effet de levier, même si, enfin, dans les forwards et les futures, tu as vraiment un intérêt parce que tu es obligé, c'est comme si tu empruntais quelque part pour prendre une position. Et puis dessus, il y a du riba. Sur les options, tu as aussi un effet de levier, mais du coup, c'est plutôt l'élément d'incertitude de rara qui rentre en jeu, l'aléa contractuel. En fait, tu achètes quelque chose, tu prendre une option et se dire que peut-être j'achète ou peut-être je n'achète pas, peut-être que j'exerce l'option ou peut-être que je n'exerce pas, ça c'est complètement pas C'est ça, permis. c'est C'est ça. vrai que ouais, et c'est vrai que pour faire de l'argent, en forex de manière islamique, il faut avoir soit beaucoup d'argent, parce que du coup, pour gagner sur les petits deltas entre telle et telle monnaie, il faut vraiment avoir une grosse masse à investir d'un coup. Et c'est pour ça que la plupart des gens, en fait, font des effets de levier. Et puis, généralement, même, tu peux regarder sur toutes les formations que tu vois sur Internet, gagner du Forex. Grosso modo, c'est un peu la loterie. Ce que disent les gens, c'est du coup, vous prenez 100 paris, vous savez qu'il y en a autant qui ne vont pas marcher, mais il y en a peut-être un qui va marcher, ça va être bien. Mais du coup, il n'y a personne qui, vraiment de manière très rationnelle, peut se dire, ouais, dans les 10 minutes, je sais que l'euro va faire mieux que le pound, et puis du coup, que ça va évoluer Exactement. dans cette direction et que je fais un peu d'argent. Exactement. Moi, pour la personne qui a posé la question, je conseille de lire un article que Mufti Adam Falaz a rédigé sur ça. Son opinion était que, bien sûr, si on achète des devises et qu'on les revend en spot, ça va, mais sur la spéculation sur les devises et pour shorter des devises, lui, son opinion, que c'était quelque chose qui était haram selon son opinion. Donc, l'article est très bien rédigé. Je te conseille vraiment de le lire. C'est en anglais, mais très, très bon article sur ça. Merci déjà pour un peu cette intro, Hicham. Je pense que on peut passer à la suite dans le sens où tu as parlé un peu des différentes choses. Il y a l'investissement sur les marchés financiers, il y a l'investissement sur le commerce un peu du coin ou un peu le cousin qui lance son business, etc. Les soukouk, ça, c'est pas, on y reviendra, c'est pas encore quelque chose de développé, mais et puis aussi l'aspect, investir dans des startups, dans des boîtes, le marché, disons, du private equity islamique n'est pas encore assez développé. C'est aussi un élément. Hein. Je pense, on a vu il y a des initiatives comme IFG, de Islamic Finance Guru en Angleterre, qui ont commencé avec Curate Capital, etc. Ouais, Intéressant. exactement.
intéressant. Bon, c'est des fonds à environ, je sais pas, je crois entre 20 et 30 millions de pounds, mais on est au début. On est qu'au début du private equity islamique, quelque part. Même si eux, ils n'investissent pas que dans les entreprises musulmanes, ou bien Ouais. gérées par des musulmans, mais des entreprises qui sont Sharia compliant. Donc voilà. Et puis, mais disons, bon, si on regarde un peu les outils qu'on a à disposition, les outils, bon, on les a déjà énumérés. Euh, qu'est-ce qu'on a si on récapitule et qu'est-ce qui manque en fait? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui manque et quel est le besoin aujourd'hui, à ton avis, en termes d'outils d'investissement qui sont cruciaux à développer, où il y a un manque criant et où ils sont cruciaux à développer aujourd'hui en 2023 pour le marché, quoi. Alors, ce qui manque, J'ai c'est ma petite idée, pas. mais voilà quoi. Ouais, ouais, alors, moi aussi, j'ai ma petite idée, parce que c'est un sujet sur lequel on travaille. Euh, je pense que ce qui manque déjà en premier lieu, c'est euh, c'est une prise de conscience que finalement, on est tous investisseurs, qu'on le veuille ou non. Il y en a beaucoup qui se disent, moi, j'investis pas dans la bourse ou j'investis pas dans telle ou telle chose. Je préfère garder mon argent de côté. Mais enfin, si ça pouvait être valable il y a quelques années de cela, là, ça l'est plus. Parce qu'on est dans un contexte inflationniste. Enfin, 9% sur la zone euro sur la dernière année. Garder son argent sur son compte tranquillement sur son compte en banque, c'est de fait une décision d'investissement. C'est-à-dire qu'on accepte en ne touchant pas à son argent que son argent vale 9% de moins dans un an. C'est ça ce que ça veut dire l'inflation. Ouais, c'est Donc en ça. fait, même en ne faisant rien, on est déjà tous investisseurs. C'est juste qu'en ne faisant rien avec son argent, on a juste choisi de placer son argent sur quelque chose qui perd de la valeur. Donc maintenant qu'on a établi ça, en fait, c'est une vraie nécessité de pouvoir préserver son patrimoine et de pouvoir l'investir déjà pour pas se faire éroder par l'inflation. Et deuxièmement, si on peut faire un profit, pourquoi pas. Il n'y a absolument rien de mal à vouloir s'enrichir en islam. Au contraire, plus on s'enrichit, plus on peut redistribuer via plein de mécanismes comme des dons classiques ou même la zakat. Enfin, si on devient tous riches du jour au lendemain, on donnera tous plus de zakat et ce sera très bien pour ce monde. Donc voilà, donc déjà de base, on est tous investisseurs. Donc ceux qui disent que je ne veux pas investir, c'est un faux débat parce que vous investissez, que vous veuillez ou non. Maintenant, la deuxième chose, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Moi, ce que je vois dans la communauté, et puis la manière dont je suis abordé par plein de frères et sœurs, c'est voilà, j'ai vu telle action ou j'ai lu dans tel article qu'elle allait bien monter. Est-ce que je peux investir dedans? Est-ce que c'est licite? Est-ce que c'est un bon plan, grosso modo? Ah, les cryptos, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, quand tout le monde parlait un petit peu des cryptos, est-ce que c'est bien d'investir dedans? Et en fait, il n'y a pas de. Moi, si vous entendez du bruit, là, il y a des enfants qui arrivent, donc c'est un petit peu normal. Euh, et en fait, il n'y a pas de réflexion. Alors que l'argent, c'est important. La manière dont on investit, c'est important. La manière dont on prévoit son avenir, c'est important. Et on devrait investir déjà en sachant ce qu'on veut faire avec son argent. Qu'est-ce qu'on veut faire avec son argent? Ouais. Est-ce que ton horizon d'investissement, c'est de faire un billet super rapidement là sur 2 semaines ou sur 2 ans? Ou est-ce que c'est de commencer à mettre de côté pour préparer, je ne sais pas, les études de ton enfant qui actuellement a 5 ans, donc du coup, tu as 15 ans pour pouvoir mettre ça de côté? Est-ce que c'est de préparer ta retraite? Est-ce que c'est de pouvoir mettre de côté pour t'acheter une maison ou pour faire ou faire d'autres choses? Quelle est ta situation personnelle? Est-ce que tu es en difficulté et puis du coup, tu n'as pas beaucoup d'argent à mettre de côté chaque mois. Donc, si tu investis la moitié de ta paye, ce n'est pas du tout quelque chose de très intéressant. Est-ce que ta condition fait que tu es déjà investi de manière hyper risquée dans ta vie perso? J'ai discuté avec un frère ce matin et on parlait justement de persona investisseur.
Et le persona qu'il avait dressé, c'était le mien. Parce qu'il disait, ben voilà, tu as une personne, 40 ans, qui a des enfants, qui est fondateur de start-up, donc moi, donc qui forcément est très investi dans sa start-up. Donc, a priori, j'ai un profil qui est déjà de base risqué. Ma start-up, autant elle peut cartonner, autant elle peut C'est ça. mourir. Et j'ai forcément beaucoup de billes dedans. Donc, une grosse partie de mon patrimoine dedans. Donc, pour moi, qu'est-ce qui serait le plus intéressant? Est-ce que c'est de mettre tous les deniers que j'ai de côté en crypto, quelque chose qui est super volatile, ou est-ce que c'est d'essayer de plutôt sécuriser et diversifier mon patrimoine en ayant un petit peu d'actions, un petit peu d'immobilier, un petit peu de sous-couche, un petit peu de ces choses-là. En fait, ça, on ne peut pas le savoir si on ne réfléchit pas déjà à ce qu'on veut faire avec son patrimoine et ce qu'on veut faire à l'avenir et quelle est notre situation actuelle. Donc, faut se connaître d'un point de vue financier et savoir où est-ce qu'on veut aller d'un point de vue financier pour vraiment commencer à se dire, ben voilà, il y a peut-être tel actif qui est intéressant. Et c'est pas parce que Saad, qui est dans sa vingtaine, a décidé de tout mettre en crypto et qui devient millionnaire du jour au lendemain, que pour moi, c'est la même chose. Que moi, je suis dans la quarantaine et j'ai peut-être d'autres choses à préparer. Et peut-être que je suis plus en mesure ou c'est moins intelligent pour moi de prendre autant de risques que toi parce qu'on est à une étape différente dans la vie, on a des niveaux de responsabilité qui sont différents. Et on dit souvent, il y a souvent une règle qui est investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et c'est vraiment vrai. Enfin, faut pas. Si cet argent, on en a besoin à court terme, faut pas l'investir ou faut l'investir dans quelque chose à court terme, comme ça on est sûr qu'on le récupère. Investir sur de l'immobilier sur 30 ans, alors que tu as plein de projets à côté et que tu vas te mettre la corde au cou pendant 30 ans, c'est pas du tout intelligent. Donc le premier outil, en vérité, c'est de se connaître, savoir ce qu'on veut faire avec son argent, savoir où sont ses objectifs et en fonction, à partir du moment où on a déterminé ses objectifs, ça peut être, je sais pas, moi, je m'appelle Saad, j'ai 28 ans et j'ai envie d'être indépendant financièrement à 45 ans. À 45 ans, je me vois marié avec 3 enfants, mais surtout, je ne veux pas travailler, je veux profiter de la vie ou en tout cas, je veux consacrer ma vie à faire que du philanthropique, par exemple. Et donc, du coup, toi, tu sais que tu as une fenêtre sur laquelle il va falloir que tu regardes en fonction de tes revenus, quelle est la part des revenus que tu peux investir sans que ça te handicape dans ton quotidien tous les mois, tous les ans, et comment et jusqu'à quelle somme tu dois arriver à ce fameux 45 ans pour te dire, bah, à partir de ce moment-là, si j'ai un portefeuille qui est organisé de telle manière, j'arrive à me sortir une rente et je suis plutôt tranquille. Et encore une fois, dans ce portefeuille, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre de l'immobilier, tu peux mettre de l'immobilier locatif, tu peux mettre des actions, tu peux mettre des sous-coupes, tu peux mettre des fonds, tu peux mettre des startups, tu peux mettre un snack ou un kebab, tu peux mettre ce que tu veux. Mais en tout cas, déjà, ça te permet d'avoir un objectif et c'est beaucoup plus simple de travailler avec un objectif en vue. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est l'outil qui est hyper important, c'est de se documenter, déjà de faire des recherches. En fait, je pense qu'il y a plein de Hicham Meitatla parce qu'on a dû partager le link. Du coup, ils ont tous c'est ça. Ouais. Les dividendes des actions sont... Oui, en fait, les dividendes, les actions sont un type de propriété. Les dividendes, c'est la part des profits qui sont distribués. Je lis la question pour ceux qui ne la lisent pas. Alors, il y a quelqu'un qui nous a dit, salam alaikum, les dividendes des actions sont-ils halal? Donc oui, comme ça de principe, oui, elles sont halal. Maintenant, il y a des petites subtilités. C'est-à-dire que, si j'investis dans le restaurant de mon oncle, et j'ai des actions du restaurant de mon oncle, et que mon oncle ne fait rien d'illicite, c'est-à-dire qu'il vend que de la viande halal, il vend que des softs comme drinks, etc., il n'y a pas de souci. Du coup, si chaque année, il me distribue 1000 balles de dividendes, ces 1000 balles de dividendes sont halal. Maintenant,
la plupart des savants, enfin des praticiens de la finance islamique, ils réfèrent à un organisme qui s'appelle l'IOFI, enfin, qui normatise, non, qui édicte des normes en finance islamique pour tous les acteurs de la finance islamique et que généralement tout le monde suit. Et eux disent que, enfin, dans le monde dans lequel on est, c'est super difficile de trouver des entreprises qui ont une activité 100% licite. Donc, en fait, ils ont établi certains critères pour pouvoir investir dans des actions, dans les actions. Le premier critère, c'est que le secteur principal de la boîte soit licite. Deuxième critère, c'est qu'elle n'ait pas plus de 30% d'endettement et pas plus de 30% de son bilan de trésorerie. Et dernier critère, c'est que la part des revenus illicites ne représente pas plus de 5% des revenus générés. C'est-à-dire que si le restaurant de mon oncle vendait de l'alcool et que cet alcool représentait 3% par exemple du chiffre du revenu généré total, et ben, lorsque mon oncle me donnera mes dividendes de 1000 balles pour cette année, je devrais enlever 3% qui correspond à cette part d'illicite. Et ces 3%, je devrais les purifier, c'est-à-dire les donner à des bonnes œuvres ou à des œuvres caritatives pour justement purifier le reste de mon revenu. Ça constitue absolument pas une bonne action. Enfin, on fait rien. C'est pas quelque chose qui nous sera comptabilisé comme une bonne action, mais ça nous empêche de comptabiliser une mauvaise action. Donc, ouais, de principe, les dividendes, ils sont halal. Ça, c'est un bon point, Hicham, parce que quand il y en a beaucoup qui veulent aussi soit aller commencer à investir sur les marchés financiers, etc., c'est la question qui revient souvent par rapport que tu viens d'aborder. Il y a des entreprises qui peuvent avoir des activités, bon, tu parles de Tesla, tu parles de, je sais pas, qui peut voilà, faire des choses ils n'ont pas rien de rédhibitoire, mais en fait, elles peuvent, donc, dans leur structure du bilan, elles peuvent avoir justement des emprunts, aussi des revenus liés au retail, etc. Donc, c'est toujours un peu quelque chose qui bloque les gens. Donc, ça, donc pour récapituler, ça, c'est très bien pour que tout le monde le sache, c'est que cette part en fait, de revenus illicites ne doit pas dépasser 5%. Et en général, si on achète des ETF, là, je rebondis encore sur la question qui suit, je rebondis sur pour les ETF, il y a les ETF eux-mêmes, il y a ce système de purification, donc les ETF labellisés islamiques, donc comme les iShares de BlackRock ou bien HSBC, etc., ils ont des ETF halal, donc en fait, ils enlèvent les 5% ou bien 3 à 5% par année de ces ETF-là. Donc, il y avait la question ici qui parlait, bon, quelle stratégie pour investir dans les ETF islamiques? Ben, ça rejoint ce que tu disais avant, c'est moi, si j'ai 50 ans, je n'investirai pas la meilleure que si j'ai 25 ans. Le profil enfin, si je dis, voilà, personnellement, c'est quand tu es jeune, il faut prendre du risque et puis investir ce dont tu peux, ce que tu pourrais perdre. Et si je regarde, par exemple, je ne sais pas, moi, je connais quelqu'un, tu prends quelqu'un qui part à la retraite maintenant, ben, il ne va pas mettre full equity, 100% que des actions, un profil hyper risqué. Mais le problème, c'est que vu que le marché des sous-coups n'est pas extrêmement développé, et ben ces ETF-là intègrent souvent beaucoup d'actions. Ce qui est bien si tu veux aller au mode risqué, mais si tu ne veux pas, ben, il n'y aura pas pour compenser un peu des ETF avec des obligations, avec des sous-coups pour alléger un peu le profil de risque. Mais un peu, qu'est-ce que tu. Enfin, voilà, par rapport à la question à l'ETF. Ouais, oui, je comprends. Mais alors, il y a plusieurs. Enfin, généralement, un ETF, c'est un espèce de fonds qui traque un indice. C'est-à-dire qu'il va essayer de faire en sorte d'avoir une allocation qui soit exactement la même que l'allocation d'un index cible et qui va faire en sorte que en fait, la performance de ce fonds, elle suivra justement la performance de l'index. Alors, il y a plusieurs choses qui sont super intéressantes là-dessus, sur les ETF, quand ils sont halal, bien évidemment.
Je parle pas des autres. En fait, on a des ETF qui font de l'effet de levier, on a des ETF qui Exact, investissent ouais. dans tout et n'importe quoi. C'est pas du tout ça qui nous intéresse pour le coup. Ce qui est super intéressant dans les ETF, c'est qu'étant donné qu'ils veulent traquer un indice, enfin répliquer la performance d'un indice, et ben du coup, on a quelque chose qui est déjà très diversifié généralement à la base. Même si on investit dans un seul fonds, en fait, ce fonds est de base très diversifié. Donc déjà en termes de risque, c'est quand même pas mal. Il y a plusieurs choses qui font que c'est pas mal parce que du coup la diversification, elle réduit le risque. Plus on a un portefeuille concentré, plus le risque est fort. C'est-à-dire que si j'investis dans une seule action qui a beau être Tesla, par exemple, si Tesla se casse la figure, bah, c'est tout mon portefeuille qui se casse la figure. En revanche, si j'ai investi dans du Tesla, dans du, enfin, je sais pas, là, on va dire Facebook, Twitter, etc., enfin, tout un tas de choses pour rester dans la tech, tout un tas d'actions, mais de sociétés différentes, ou même j'achète du Nestlé, ou j'achète du Peugeot, ou j'achète de l'Aramco, ou j'achète même d'autres entreprises qui sont peut-être dans d'autres marchés, que ce soit en Asie, en Afrique, peu importe. Alors en fait, les entreprises, elles n'ont plus rien à voir les unes avec les autres. C'est-à-dire que Tesla peut très bien se casser la figure. Il y a peu de chances que Aramco, qui est la plus grosse société pétrolière, se casse aussi la figure. Il y a peu de corrélation entre la voiture électrique et le pétrole. Et le fait de pouvoir diversifier comme ça permet de préserver la performance de son portefeuille et de se dire que, bah, certes, tout ne montera pas d'un coup, étant donné que toutes les actions sont décorrélées, mais tout ne baissera pas non plus d'un coup. Et ça, c'est plutôt quelque Exact. chose d'intéressant. Donc, cet effet de diversification, on l'a déjà dans les ETF. Et en plus, il y a plusieurs études, je pense que tu as dû voir ça aussi quand tu étais à Mini, Saad, qui disaient que finalement, les portfolio managers, les asset managers, ceux qui gèrent l'argent dans plein de choses, ils n'arrivent jamais à battre l'index, un index. C'est-à-dire que quand tu suis un indice, l'indice, il performe toujours mieux que n'importe quel asset manager. Donc, ce qui veut dire que avoir une stratégie qui permet de suivre un indice, finalement, c'est une bonne stratégie parce que du coup, c'est une stratégie qui est passive. Enfin, on investit une fois dans un ETF, ça suit un indice et on laisse travailler l'argent. Après, où les gens ont parfois moins de... Enfin, le cœur passe à accrocher, c'est peut-être qu'il peut y arriver des cycles où la bourse se casse la figure et du coup, là, on voit la performance qui chute un petit peu. Moi, ce que je conseille surtout, c'est sur des risques actions, autant être sur du long terme et puis comme ça, on s'évite ces coups de frayeur à chaque fois que ça baisse. On dit souvent du moment qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Bah, c'est exactement le cas. Et c'est pour ça qu'on en revient toujours à l'objectif. Si c'est pour faire un billet tout de suite, c'est ça. Alors là, oui, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, moi, je trouve que les ETF, c'est vraiment pour se dire si j'ai envie d'investir mon argent, de ne pas le laisser dormir comme ça et quand même de me préparer quelque chose pour le futur. En fait, au lieu de me casser le cerveau à essayer de me faire une allocation qui soit parfaite, il y a déjà des gens qui ont fait ça. Et puis cet ETF me permet de bénéficier de ça et juste de mettre un petit peu chaque mois, un peu d'argent dedans et dérisquer. Ça ne veut pas dire que ça doit représenter 100% du portefeuille, mais en tout cas, si c'est, tout dépend des profils de risque, mais si ça représente une portion négligeable ou non de son patrimoine, pour moi, c'est super acceptable. Exactement. En fait, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Ça dépend du profil. Et puis, si tu veux vraiment dupliquer ton argent, ben, c'est mieux de prendre un risque. OK, single equity, on achète une action, on va se construire sur une action ou deux ou trois, des startups ou des unicorns qui sont après à des propres risques et périls. Parce qu'un ETF, au final, surtout aujourd'hui, bon, OK, c'est quoi? Ça va te faire du 4, 5, 6, 7 à tout péter, ça ne va pas doubler ton argent, tu vois. C'est bien. Oui, mais justement, il ne faut pas négliger ça parce que, en fait, on dit le 4, 5, 6%, c'est rien, mais c'est super. En fait, tu mets du 4, 5, 6%, tu mets du 4, 5, 6% sur 20 ans. Sur 20, voilà, c'est ça. C'est là que tu as tout l'intérêt
le bénéfice des intérêts composés. Quand je parle d'intérêts composés, je ne parle pas de riba, je parle de à chaque fois que tu as des bénéfices et que tu les réinvestis dans quelque chose qui prend de la valeur à chaque fois, eh ben, du coup, ça te permet de créer un vrai patrimoine. Et l'intérêt dans tout ça, on a l'impression que 5%, c'est rien du tout, mais 5% sur 20 ans, c'est énorme. Et 5%, plus on commence tôt, mieux c'est. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence à investir à 40 ans, il va falloir qu'il choisisse bien ses investissements, s'il a certains objectifs, ou sinon qu'il investisse beaucoup plus. En revanche, quelqu'un qui commence à 18 ans, il peut commencer avec 10 euros, 10 francs par mois, ce n'est pas un problème. Et même s'il a l'impression que ça ne produit rien, ce n'est pas avec 5% de 10 euros qu'il va vraiment gagner quelque chose. En fait, il ne se rend pas compte que le gain se situe ailleurs. C'est-à-dire que par le fait de se familiariser avec des outils et des plateformes qui peuvent être complexes, enfin, quand tu arrives sur une plateforme de trading, ça donne un petit peu mal à la tête, tu vois, si tu n'es pas financier. Même quand tu es financier, tu te dis, oups, qu'est-ce que je vais faire comme Ouais. Tu as des chartes, tu as des graphiques de tous les côtés, ça peut être impressionnant. Et plus tu t'habitues à ces outils, bah, plus c'est simple pour toi et plus tu commences à investir de manière régulière et plus tu vas t'habituer à avoir justement cet état d'esprit d'investisseur. Et franchement, il n'y a pas de petit profit. Moi, j'aime bien faire le parallèle avec, on dit souvent, on ne devrait pas donner donner à des bonnes œuvres que quand on est riche. Enfin, on devrait pouvoir donner tout le temps en fonction de ses moyens. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu donnes un petit peu. Et puis, si tu as plus d'argent, tu donnes toujours. Et que les donations, ce soit vraiment un effort qui soit constant. Bah, je pense que moi, l'investissement, ça devrait être la même chose. Pareil, ouais. Parce que même si on n'a pas beaucoup d'argent, on investit un petit peu de manière régulière. On s'habitue vraiment à ça. Et le jour où, je sais pas, la situation change drastiquement et qu'on a beaucoup d'argent, en tout cas, on a un terrain connu. On sait qu'on a déjà investi un petit peu là-dedans, un petit peu dans des cryptos, un petit peu dans telle ou telle chose. Et ça peut être vraiment comment dire, une vraie valeur ajoutée, un vrai avantage compétitif pour la suite. Exactement. Non, mais c'est ça en fait. Ça dépend de l'horizon, ça dépend de l'objectif. Et puis selon l'objectif et l'horizon, on adapte un peu son investissement. Et il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs en fait, possibilités. Ici, il y a encore une question par rapport pour revenir par rapport à cette partie un peu d'endettement, puis après on passera à la suite. Ici, je cite donc la question, la plupart des sociétés énoncées utilisent pour la plupart des financements via des prêts à usure. Pouvons-nous quand même acheter leurs actions? Si ça ne dépasse pas 30%, enfin, c'est ce que disent vraiment Exact. l'industrie de la finance islamique. C'est une norme qui a été édictée et tout ce que vous trouverez dans les ETF, etc., même les index, enfin, il y a un index islamique aux US, enfin, ça suit généralement ces prescriptions aussi. La logique qui est derrière ça, c'est qu'il faut inclure les musulmans dans cet effort d'investissement et dans l'économie. En fait, on ne peut pas être juste les dindons de la farce qui gagnons notre argent et qui consommons bêtement. C'est-à-dire que quand on consomme, on achète quelque chose qui soit perd de la valeur instantanément, soit va perdre de la valeur graduellement. Enfin, j'achète une paire de baskets, enfin, quoique maintenant il y a un marché pour les sneakers, mais j'achète, je sais pas, un vélo ou un ordinateur, il y a peu de chances que cet ordinateur gagne en valeur par la suite. Alors qu'en prenant des décisions d'investissement, j'ai une chance justement de m'enrichir. Et étant donné qu'on est dans un système qui est complètement imbriqué, où en fait, l'endettement est tellement omniprésent que trouver des entreprises qui ne s'endettent pas, même des entreprises dans des pays musulmans, c'est extrêmement compliqué. Et en fait, les personnes qui édictent ces règles, elles contextualisent toujours. C'est-à-dire que dans l'état actuel du monde, si on exclut ce genre de société,
en fait, il n'y a quasiment pas d'univers d'investissement. On crée un univers d'investissement très pauvre. Et que c'est peut-être plus préjudiciable à la communauté si on n'a pas d'univers d'investissement qu'un univers d'investissement qui est imparfait. Après, c'est jamais un état de fait. C'est-à-dire que plus on va avancer, plus les outils de finance islamique vont se développer, plus ça va devenir répandu. Le jour où on peut vraiment avoir un bel univers d'investissement qui est complètement sans endettement usuraire, sans quoi que ce soit, je pense que les positions changeront et ils s'adapteront à ce nouveau contexte. Enfin, c'est toujours en fonction du contexte que l'on a. Le seul moyen que moi j'ai trouvé de pouvoir investir en esquivant vraiment complètement l'endettement, c'est soit dans l'immobilier, mais dans des pays émergents. Enfin, typiquement, la plupart des musulmans d'Europe, on vient tous de l'autre côté de la Méditerranée. Acheter une maison cash ici en Suisse, c'est de l'impossible. Acheter un petit appartement cash au Maghreb, c'est faisable. Ça demande un peu de sacrifice, mais c'est faisable. Et puis du coup, ça, c'est un investissement qui ne fait pas appel à l'effet de levier et puis qui peut même avoir des rentabilités intéressantes vu le prix de certains loyers dans certaines villes. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. L'autre moyen pour complètement esquiver cet aspect, en fait, c'est moi ce que j'ai trouvé dans le private equity, enfin dans l'investissement dans des startups, parce que les startups de la communauté, enfin, si on a un fondateur qui est musulman et pour qui c'est super important de justement pas faire appel à ça, on sait déjà que d'un point de vue sectoriel, il va rester dans une activité qui est illicite et d'un point de vue, opérationnel, il ne fera jamais appel à l'endettement parce que c'est contraire à ses valeurs. Et du coup, on a tout un tas de garanties là-dessus qui nous permettent d'avancer. Il y a ça. Après, les investissements qu'on peut faire en esquivant complètement ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi sur les métaux précieux. On peut acheter des métaux précieux, du moment qu'on les paye cash, et puis qu'il n'y a pas d'effet de levier. C'est à peu près ce que je vois. Des soukouks, c'est pas encore démocratisé, mais ça commence à le devenir. Et les jours où on aura des soukouks qui seront avec des tickets abordables, entre 5 et 10 000, parce que pour le moment, c'est plutôt du 100 000, 200 000 le ticket pour rentrer sur un soukouk. Là, ça sera bien. Et si même on peut faire des soukouks avec des tickets minimum encore plus bas, là, c'est magnifique. Et là, ça permet vraiment justement de débloquer tout un univers d'investissement. Ouais, c'est ce qui manque aujourd'hui, parce que si on passe à la troisième partie un peu sur, OK, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Comment quelqu'un pourrait commencer à investir de manière halal? Souvent, on pense, OK, est-ce qu'il y a une plateforme un peu, entre guillemets, disons, ouais, une plateforme un peu halal ou qui est faite pour les musulmans? Ça, je pense que voilà, c'est encore, on est vraiment encore un peu au balbutiement, on est encore au début. Rien à voir, peut-être, bon, on connaît tous peut-être anglo-saxon a une autre dynamique là-dedans. Il y a Wahadives et d'autres, etc. Mais en soi, chacun peut commencer. Il y a des plateformes qui sont là en investissement en Suisse, ailleurs en France, etc. Mais chacun doit un peu sélectionner comme sa carte menu. Tu prends le menu halal, quoi. Tu vas pas prendre des côtelettes de porc, tu vas prendre le menu vegan. Mais c'est un peu ça, tu vois. Il y a donc les plateformes qui sont à dispo, qui sont pas islamiques, entre guillemets, mais qui sont gérées par une banque XY. Il faut sélectionner. Mais maintenant, je sais pas qu'est-ce que tu rajouterais sur ça, mais en fait, moi, je pense que je pense qu'il manque vraiment pas mal d'outils. J'aime bien justement, tu as parlé de Wahid. Wahid, c'est le premier robot advisor Sharia compliant qui n'est pas disponible en France et qui n'est pas disponible en Suisse non plus. Donc, j'aurais bien aimé pouvoir l'utiliser, mais eux, grosso modo, ce qu'ils permettent, c'est ils sélectionnent un univers d'investissement qui est halal, puis après, du coup,
Enfin, soit tu as un robot qui fait la location, soit c'est toi qui investis. Et ça, c'est super bien. Parce qu'en fait, la grosse difficulté pour les gens lambda qui ne sont pas forcément financiers, c'est justement comment est-ce que je les sélectionne. Même si la sélection, elle n'est pas si compliquée que ça pour des actions. Enfin, rentrer dans une action spécifique, on regarde les critères que j'ai donnés tout à l'heure. Ça, c'est super simple. Ce qui est plus compliqué, c'est le suivi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on, justement, cette histoire de dividendes, lorsqu'on reçoit des dividendes, comment est-ce qu'on s'assure que tout est 100% pur ou pas du tout. Et puis après, du coup, il faut le purifier. Donc, ça demande quand même une certaine gymnastique, un petit travail. Et deuxième chose, c'est que tu peux très bien rentrer dans une société qui a un taux d'endettement à 29%. Et le trimestre prochain ou durant le trimestre, son prix baisse et du coup, elle est au-dessus de 30%. C'est le fameux critère qu'on a donné tout à l'heure. Et du coup, comment est-ce que tu fais là? Parce que tu avais une action qui était islamique, enfin, qui était éligible à l'univers islamique et qui maintenant ne l'est plus. Est-ce que tu t'en débarrasses? Mais ça se trouve, tu as perdu de l'argent. Qu'est-ce que tu dois faire avec ça? Donc ça, c'est un petit peu compliqué à suivre. Et c'est là qu'il y a un petit peu de la difficulté, qu'il y a, à mon sens, des outils à créer. Mais sinon, enfin, moi, je vois beaucoup. Et puis, on voit, c'est un peu là-dessus que se lance un petit peu tout le monde. Tu parlais d'IFG avec leur fonds Curate. Eux, ils investissent dans des sociétés non cotées, donc principalement des startups. Il y a Wahid qui a aussi lancé Wahid X, qui permet d'investir aussi dans des startups de la communauté. Okay. Ça, c'est intéressant. Moi, je pense que ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est essayer de démocratiser ça. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que si on doit investir dans l'immobilier, on ne devrait pas être obligé de poser 300 000 balles pour pouvoir investir ou pour pouvoir payer cash, quoi que ce soit, et pour pouvoir vraiment rentrer dans cet univers d'investissement. Et les actions, c'est beaucoup plus accessible parce qu'il y a beaucoup, les actions, ça s'achète assez facilement. Puis il y a du fractionné qui existe. Et pour le coup, on a déjà les outils. C'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quel broker qui existe dans le pays où l'on est. Et certains de ces brokers peuvent déjà donner accès aux ETF dont tu avais parlé ou aux fonds ou aux mutual funds qui sont estampillés islamiques. Mais sinon, on peut faire nos propres recherches en se disant, tiens, telle action, est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est licite? Quel est son endettement? Quelle est son activité? Ça demande un petit peu de recherche sur le bilan. Exact, ouais. Mais à l'époque, j'avais regardé j'étais tombé sur une étude qui avait été faite par un doctorant sur Paris. Lui, il avait analysé toutes les entreprises du CAC 40, donc les 40 plus grosses capitalisations boursières de France. Et il s'était dit, tiens, si j'appliquais les filtres que nous donne, les critères que nous donne l'IOFI, est-ce qu'il y en a qui seraient éligibles à du halal investing? Et en fait, ce qu'il a déterminé, c'est qu'il y avait 70% ou 70% pour les Suisses qui nous entendent, des actions qui étaient éligibles justement. Donc en fait, c'est énorme. Et si, si on arrive à faire ce travail, je suis sûr qu'on peut déterminer exactement la même chose pour tout un tas de bourses et tout un tas de places. C'est juste que ce travail prend du temps et que quand il est fait, il n'est pas forcément accessible à des francophones, par exemple. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup, typiquement en termes d'outils, principalement sur les actions. C'est ça. Ça rejoint une question aussi parce que Shams qui nous pose la question si pour pouvoir investir, il faut ouvrir un PEA. Et dans quelle banque ou plateforme de trading les muséums peuvent ouvrir un PEA tout en étant en conformité avec la charia. C'est ça, en fait. En réalité, les plateformes de trading à disposition, c'est une plateforme. Tout ça, comme le nom l'indique, c'est une plateforme. Après, à chacun de prendre, de sélectionner ce qui est halal, ce qui est conforme. Bien sûr, ça nécessite un certain travail, ça c'est clair. Si c'est une plateforme, disons déjà islamique, on sait que tout ce qui est là-dedans, c'est halal, c'est plus facile. En attendant jusqu'à ce que ça se démocratise, il faut faire ses propres recherches. Ou bien investir dans les projets d'une entreprise d'un ami ou autre. Voilà, ça c'est autre chose, mais ça nécessite un certain travail de recherche. Et même le PEA, le fait qu'il soit ouvert dans une banque, ça ne me pose pas forcément un problème. C'est quoi c'est très différent d'avoir son argent dans une banque et d'avoir un PEA dans une banque. Quand on a son argent dans une banque,
la banque peut l'utiliser pour des activités illicites, des investissements, on ne sait pas où est-ce qu'elle investit, et prêter de l'argent à intérêt à d'autres clients. Donc ça, c'est vraiment problématique. En revanche, quand on a un PEA dans une banque, en fait, le principe du PEA, c'est quoi? C'est on met de l'argent sur ce compte, on achète des actions avec, et après, ces actions, elles sont juste logées dans ce PEA. C'est un peu une enveloppe qui permet de la garder. C'est une enveloppe fiscale qui fait que le jour où vous revendez ces actions, enfin, si vous les avez détenues un certain nombre de temps, elles sont défiscalisées, puis vous payez pas de taxes, d'impôts sur la plus-value. Donc, que vous le fassiez avec n'importe quelle banque, j'ai envie de dire, à partir du moment où vous avez acheté les actions que vous devez acheter, la banque, elle ne va jamais se servir sur les actions que vous avez investies pour faire quoi que ce soit avec. Normalement, c'est des produits qui sont ségrégés et qui sont complètement, comment est-ce qu'on peut dire, qui sont complètement distincts des autres assets, des autres actifs de la banque. Et donc, il n'y a pas, enfin, typiquement sur le cas du PEA, je vois pas trop de soucis là-dessus. Parfait. Ici, par exemple, je pense que c'est une bonne question. C'est, OK, il y a quelqu'un qui veut peut-être se donner une idée des startups ou bien des entreprises au niveau de la communauté, ou les personnes qui cherchent du capital. Mais comment ils s'y prennent? Parce que je pense, en fait, c'est justement un besoin, c'est quelque chose qui manque, à mon avis. Ça, c'est mon propre constat. Ouais. En Europe, hein, c'est valable en France, c'est valable en Allemagne, c'est valable en Suisse ou en Autriche, ailleurs. C'est un truc qui manque. Mais si je dis, OK, moi, j'aimerais bien investir dans un projet utile, il fait comment? En vérité, c'est la chance qui fait ça. C'est-à-dire que, surtout dans le monde des startups, il y a ce qu'on appelle, il y a toujours une problématique de deal flow. Tous les venture capitalistes, tous les angel investors, tout le monde est assujetti à la même chose. C'est comment est-ce qu'on détecte les bonnes startups au bon moment et surtout qu'on arrive à rentrer en contact avec elles lorsqu'elles lèvent des fonds. Parce que quand on est une société d'un côté, il y a toujours il y a toujours un temps dans lequel on peut rentrer, après un temps dans lequel on peut sortir, mais c'est pas comme les actions en bourse où on peut rentrer quand on veut. Donc pour ça, il y a un vrai manque. On a parlé de Curate, on a parlé de Wahed X, et il y a un vrai manque de start-up, enfin de marketplace qui peut consolider tous ces entrepreneurs de la communauté qui lancent des startups qui sont incroyables et qui lèvent des fonds. Et ça, c'est un sujet que je connais bien, parce que comme tu le sais, la première startup que j'ai créée, c'était justement une plateforme d'equity crowdfunding qui permettait justement à des investisseurs d'investir dans des startups. Et du coup, là, il y a un manque. Et ça, c'est vraiment, en tout cas, nous, quelque chose que l'on a identifié chez Mizen. Et c'est quelque chose sur lequel on va. Ce sera pas disponible tout de suite, mais c'est sur notre roadmap. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment, mais pas que les startups. Les startups, il y a cette composante tech où on peut faire beaucoup d'argent et en plus, on peut avoir un impact fort parce que souvent, c'est des projets qui sont très ambitieux. Mais il y a aussi tout ce qui est lié aux PME, aux petites entreprises. Enfin, il y a plein d'entrepreneurs de la communauté qui sont sur des business et des marchés qui fonctionnent super bien, mais qui manquent cruellement de fonds et qui ont besoin de ce petit investissement en plus pour justement passer à l'étape supérieure et pour surtout combattre à armes égales avec leurs concurrents qui, eux, n'ont pas ce souci de je ne contracte pas de prêt ou ma banque me refuse telle ou telle chose. Et donc là, il y a clairement un besoin que nous, on a identifié et que Inch'Allah, on va adresser. Souvent, trouver ces opportunités, c'est vraiment du bouche à oreille. Et où c'est typiquement être sur dans les bons circuits d'information. Nous, typiquement, parce que c'est notre cas, enfin, on est une start-up, chez Mizen, on est une start-up et on lève des fonds. On a levé des fonds et en plus, on lève des fonds maintenant. La manière dont les gens ont été informés de notre levée de fonds, tous les investisseurs qu'on onboard actuellement, on le fait parce qu'ils ont reçu notre newsletter. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va lever des fonds,
on va plutôt proposer d'abord à nos clients, donc toutes les personnes qui sont sur notre mailing list, on leur a shooté un email en leur disant voilà, on a cette levée de fonds qui va arriver, ceux qui sont intéressés, contactez-nous. Et puis, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis après, les personnes, c'est marrant parce que les personnes nous disent, on leur présente l'opportunité d'investissement, ils sont intéressés. Puis après, ils ne savent pas trop, est-ce que j'ai le droit d'en parler à des amis, à ma famille, parce que peut-être que ça pourrait les intéresser. Enfin oui, bien sûr, allez-y. Et en fait, c'est comme ça que les choses se propagent du moment qu'on n'a pas vraiment d'endroit où synchroniser toute cette information et surtout du fait aussi qu'on n'a pas vraiment d'investisseurs professionnels, de venture capitalistes ou des angel investors qui sont vraiment encore très intéressés par ce que j'appelle la halal economy, tu vois. Avoir un business qui est très communautaire, ça commence à intéresser d'autres investisseurs du moment qu'on reste dans l'agroalimentaire, parce que ça a été prouvé et maintes fois qu'il y avait vraiment un potentiel et que du coup il y avait quelque C'est chose à ça. faire. Mais pour toutes les autres choses, aller parler du potentiel de la finance islamique à quelqu'un qui est à milieu de la finance islamique, il n'arrive pas à réaliser. Et il n'arrive pas à comprendre en quoi ce petit intérêt que on essaye d'esquiver, il est si crucial que ça. Il a l'impression que c'est une lubie alors que c'est pas une lubie. C'est ça. Mais pour moi, je te rejoins. Je pense aujourd'hui, cette marketplace que tu as mentionné tout à l'heure, ça manque. Hein, c'est quelque chose qui manque parce que, en fait, il y a le constat est le suivant. Il y a des gens qui cherchent du capital, donc qui ont besoin de fonds propres pour leur business, PME, etc. Et il y a des gens qui, en fait, veulent investir, mais il n'y a pas il y a pas ce lien, tu vois. C'est vraiment un constat. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est que là, on parle de Wahed Invest. Mais Wahed Invest, bon, il est dans le monde, il est aux États-Unis, Angleterre et je crois aussi Middle East. Et en fait, l'Angleterre, on parle de 3 millions et demi de musulmans. Les États-Unis, c'est pareil. Et puis en Europe, on parle de 20 millions de musulmans, quoi. C'est juste, en fait, le manque, en fait, pour moi, ne fait pas de sens. En fait, c'est encore une énigme. Les réponses, on les Et, connaît. Mais... et ça, c'est super intéressant. Tu vois, c'est super intéressant parce que tu as cité l'Angleterre et les États-Unis. En fait, dans ces pays-là, tu as une vraie culture du business. C'est-à-dire que lancer un business, aller chercher des investisseurs, pourquoi tout le monde dit que c'est mieux de créer quelque chose aux États-Unis parce que c'est beaucoup plus facile de lever? Parce qu'il y a cette culture de l'entrepreneuriat. C'est un pays qui a été qui n'existait pas il y a 400 ans. Tu vois, il y a 400 ans, il n'y avait rien dedans. Il y a tout qui a été construit et ça a été construit par le fait d'entrepreneurs qui sont arrivés, qui se sont dit quel est le business à faire, la fameuse ruée vers l'or, etc. Il y a vraiment cet état d'esprit qui est dans comment est-ce que je m'enrichis, comment est-ce que j'investis mon argent et comment est-ce que j'essaye de créer de la valeur et de la richesse. En Angleterre, on a aussi ça, c'est que tu as des personnes qui sont assez décomplexées et puis tu as aussi une population musulmane qui vient beaucoup d'Inde, du Pakistan et qui, je trouve, sont beaucoup plus à l'aise avec les sujets d'argent et sur les sujets entrepreneuriaux. Et ça fait que même si ils ont 2 fois moins de musulmans que nous en France, par exemple, en fait, ils sont 4 fois plus dynamiques et ils créent beaucoup plus de choses. Il y a vraiment cette logique de où est-ce que je place mon argent, comment est-ce que je l'investis, comment est-ce que je fais telle et telle chose. Nous, il nous manque ça. C'est pour ça que, déjà au préalable, vraiment réaliser qu'on est investisseur quoi qu'il arrive. Mais soit on choisit de l'investir dans des mauvaises choses, soit on choisit de prendre un minimum de risque et puis de partir sur… de toute façon, le risque, on le prend quoi qu'il arrive, mais d'essayer de faire travailler un petit peu plus intelligemment son argent. Et il y a un truc qui est aussi important, c'est qu'on est conditionné par… et ça, j'ai vraiment envie de le dire, on est conditionné par oui, mais est-ce que c'est garanti? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que je risque pas de perdre mon argent? En fait, si vous réfléchissez comme ça, il ne faut surtout pas investir, parce qu'il n'y a rien qui est sûr, et encore plus en finance islamique. En finance islamique, il n'y a pas d'investissement garanti. La seule chose qui existe, c'est si on peut faire un profit, c'est qu'il y a forcément une part de risque en face. Et si on peut faire un profit, ça veut dire qu'on peut aussi faire une perte. Et en fait, il faut vraiment accepter ça et se dire que les choses sûres ou garanties comme peut nous vendre un banquier à lambda, en vérité, c'est jamais garanti.
Il y a Il y a toujours rien. un risque de perte de Toujours. capital et on s'en rend compte toujours trop tard. Toujours. Mais du coup, faut vraiment sortir de ça et se dire que le risque, il est omniprésent. Soit on choisit de l'apprivoiser un petit peu, soit on choisit juste de rester à sa merci. Il y a un proverbe anglais, anglais ou américain, c'est une expression, bah, no risk, no reward. Enfin, c'est un concept financier, c'est une loi financière très simple. Le return, risk and return, le risque, le profit augmente avec le risque. Puis c'est ça c'est après. Puis en Exactement. finance islamique, c'est la même Et, chose. ouais, et moi, je préfère même en finance islamique, c'est no risk, no risk. Tu vois, tu prends pas de Ouais, tu risque, vois, pas de encore risque. mieux, encore mieux. Ça, C'est ça, voilà. C'est c'est ça. encore mieux. Mais c'est vraiment ça. Il faut juste en avoir conscience. Le risque, c'est Exactement. pas mal. Enfin, tout est risqué dans tout ce qu'on fait. Quand on prend un nouveau job, on prend un risque. Mais souvent, ça vient en contrepartie d'un meilleur salaire. Quand on essaie de lancer quelque chose, ça vient avec un risque. Et il faut vraiment voir les choses sous cet angle-là. Du coup, pour résumer, il y a vraiment, euh, comment dire, il y a vraiment, enfin, une nécessité de déjà pouvoir aider les gens à investir dans des actions et à pouvoir leur définir un univers d'investissement qui soit Sharia compliant. Ça, c'est quelque chose qui manque en Europe et dont on a besoin. Pour tout ce qui est société non cotée, justement avoir une consolidation de l'information et avoir des deals qui soient disponibles où on peut investir dans telle ou telle startup en ayant la certitude qu'elles sont halal et en plus en se disant qu'on aide la communauté, qu'on va peut-être faire quelque chose qui est impactant pour elle. La nécessité de démocratiser tous les Ouais, investissements qui ouais, jusqu'aujourd'hui demandaient des, euh, comment dire, des tickets d'investissement très élevés. Je parle des soukouk, je parle aussi de l'immobilier. Enfin, l'immobilier, c'est soit on achète un bien, soit finalement on ne peut pas. Alors qu'il y a plein de choses qui existent. Tu vois, il y a l'immobilier fractionné qui existe dans le conventionnel, qui n'est pas fait de manière licite. Mais en fait, on peut arriver à de l'immobilier fractionné aussi dans le halal. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup actuellement. Euh, et permettre, enfin, juste pour tout ce qui est directement accessible, pouvoir appliquer le filtre charia super facilement et que les gens aient confiance en ce filtre charia, ça c'est quelque chose qu'il faudra réfléchir et minimiser les tickets d'investissement, être capable de pouvoir investir dans un sous-coupe, dans une start-up ou dans de l'immobilier avec des tickets très réduits. Ça, c'est quelque chose qui pourra aussi dynamiser un investissement exactement. d'un point de vue islamique. Ouais. Non, non, je te remercie. C'est juste pour, là, on arrive gentiment au bout. C'est là pour revenir sur cette histoire de crowdfunding, de crowdfunding ou d'investissement, des plateformes, à ton avis, parce qu'il y en a qui demandent s'il y a des recommandations de plateformes de crowdfunding halal. Actuellement, en France, je sais pas ce que tu sais, mais je ne sais pas s'il y en a, je ne sais pas s'il y a des choses qui sont utilisables ou fiables. Alors, il y a... Alors, il y a plusieurs choses. Parce qu'en fait, là, on a vraiment déblayé comment dire, de manière large et de base. Enfin, je pense qu'on peut utiliser n'importe quelle plateforme d'equity crowdfunding pour justement investir de manière halal. Maintenant, bien sûr, il faut pouvoir regarder le secteur. Est-ce que la personne, elle compte Ça tombe bien, tu vois, j'ai une personne qui a investi chez Mizan au premier tour et qui m'a contacté juste cette semaine et qui a vu sur une plateforme d'equity crowdfunding justement en France, il m'a dit voilà, j'ai vu telle startup, ils font un truc responsable, mais ils font un peu de forex, etc. Est-ce que tu peux me dire si selon toi ça te semble halal ou pas? Enfin, le forex, ils ne le faisaient pas pour spéculer, c'est juste pour. Le hedge, ouais. Enfin, des fois, même pas du hedge. Des fois, ils achètent des trucs en euros, en dollars. Donc, Ouais. enfin, c'est des choses qui se font en spot. C'était pas un souci. Mais quand on regarde la description de ce qu'ils veulent faire par la suite,
ils veulent vraiment devenir une marketplace financière, ils veulent proposer des prêts, etc., etc. Donc, en fait, même si à l'instant T, la boîte, elle est charia compatible, le jour où ils ont les moyens d'aller sur le prêt, sur le financement, elle ne le deviendra plus. Donc, ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces personnes-là n'aillent jamais dans ces secteurs ou ne fassent jamais appel à la BPI pour avoir des prêts, des machins, etc., ou des choses de ce genre. Ça, c'est un peu compliqué. Et du coup, enfin c'est toujours des discussions avec les fondateurs et savoir ce qu'on peut mettre, par exemple, dans le pacte d'actionnaires pour pouvoir verrouiller ces aspects-là. Deuxième chose, c'est la manière dont c'est fait. Enfin, investir dans une startup, il y a mille et une manières d'investir dans une startup. Une des manières qui est très courante en France, c'est ce qu'on appelle, il y a l'investissement action, bien sûr, mais en préalable de cet investissement action, il y a aussi tout ce qui est BSAR, bon de souscription d'action, accord d'investissement rapide. Et en fait, quand on prend, c'est l'équivalent de Safe Note aux États-Unis. En fait, quand on prend le BSAR de manière standard, il n'est pas du tout Sharia compliant parce qu'il y a des éléments, encore une fois, d'aléas contractuels et des éléments de valorisation qui ne sont pas clairement définis. Donc, du coup, on peut avoir des investisseurs musulmans qui se disent j'ai investi dans telle startup via un BSAR. Du coup, c'est des actions que j'aurai in fine, mais en fait, le BSAR en lui-même, il n'est pas licite. Donc, il y a aussi la manière dont est organisée la transaction et l'opération qui est super importante. Et ça, nous, on s'en est rendu compte justement durant notre levée. On a voulu faire du BSAR, on a regardé, on a vu que ça ne sentait pas très bon, on l'a montré à notre Sharia Board qui a dû le modifier pour justement qu'il soit Sharia compliant. Et puis maintenant, c'est comme ça qu'on fait nos opérations. Donc, c'est pas pour faire peur aux gens, c'est juste pour leur expliquer qu'il y a des choses à voir et que dans une décision comme celle-ci, en fait, il n'y a pas de honte à aller chercher des renseignements ailleurs, à aller chercher de la connaissance ailleurs, à aller demander avis à des savants et à se poser des questions et à creuser, parce que ultimement, c'est quand même de l'argent. C'est votre argent, donc c'est important. Et on sera tous jugés sur la manière dont on a investi ou utilisé notre argent. Donc, il y a pas mal de choses qui sont à faire, ce qui fait que, enfin, oui, une plateforme d'equity crowdfunding classique, quand on connaît un petit peu, on peut naviguer dedans. Moi, je peux naviguer dedans et me dire, je pique ça, ça, ça et ça. Quand on ne sait pas du tout, ça peut être un peu plus compliqué. Du coup, c'est important d'être accompagné, ou en tout cas, c'est important de s'éduquer là-dessus. Et alhamdoulilah, il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles on peut apprendre au niveau de la finance islamique et puis creuser un sujet spécifique. Et moi, je le vois avec les investisseurs avec qui on discute, qui sont des gens comme toi et moi, qui sont très intéressés par l'investissement et qui, du coup, ont vraiment creusé le sujet. Et quand ils te posent des questions, tu vois, qui te posent vraiment des vraies questions. Et pour le coup, on peut acquérir cette connaissance même sans avoir fait un master en finance ou un master en finance islamique. Donc, surtout de nos jours, c'est accessible à tous. Et donc, il faut s'éduquer là-dessus. Exactement. Non, exactement, les ressources, il y en a. Parfois pas toujours en français. Plutôt, il y a beaucoup de choses en anglais. Il y a beaucoup de L'anglais, ça choses en aide, anglais. c'est sûr. L'anglais, ça aiderait, En bien anglais, sûr. il y a beaucoup de choses en anglais. Donc, moi, j'invite tout le monde. Enfin, on a parlé d'Islamic Finance Go ou autre. Il y a plusieurs choses, même, ben, pourquoi pas le blog de Mizzen ou autre, pour tout ce qui est finance islamique. Et ouais, en fait, je pense que pour conclure, je pense que le constat qu'on peut tirer, c'est que c'est un peu le début d'une nouvelle journey, comme on peut dire, une nouvelle, en fait, un nouveau chemin qui peut-être un peu tarde à arriver, certes, je pense pour l'Europe, enfin, pas la France, l'espace francophone ou germanophone, mais je pense il y a des choses qui sont en train de se passer, des choses qui arrivent. Il faut ben, déjà avec Misen, c'est déjà une très bonne chose. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire et fort utile pour la communauté. Et aussi, bon, finance islamique, ça inclut aussi zakat. Les deux sont liés, intimement liés. Disons, bon, la zakat, c'est plutôt la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau de la finance islamique. C'est un outil parmi les autres. Et je pense que il
il faut tout simplement en fait, encourager les initiatives qui sont déjà présentes, en parler autour de vous pour investir, faire ses propres recherches, apprendre, parce que chacun, c'est comme les choses de la religion, chacun a un peu le devoir d'apprendre ce qui est nécessaire de savoir. Et voilà, après, on verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, je te remercie Hicham, pour ton temps. C'était vraiment sûr. On a fait vraiment beaucoup. On a fait 1h20, enfin 1h15. Merci les gens qui ont participé. Pardon, tu as dit quoi? Ouais, je te dis comme ça, il ne reste plus longtemps avant le sport. Ouais, et puis moi, on a bien patienté en bonne compagnie. Oui, exactement. Moi, je remercie déjà tout le monde parce que les gens sont restés du début à la fin. Vraiment, c'est vraiment plaisir. Merci pour vos questions. Merci pour le sondage. J'ai mis le sondage ici. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos idées pour des futurs webinaires ou podcasts qu'on pourrait faire sur ces sujets-là. On a déjà commencé, en fait, Hicham. On a déjà commencé. Ouais, du coup, si tu me permets, le petit instant promo, nous, chez Mizzen, on a complètement conscience qu'il faut vraiment éduquer là-dessus, pas éduquer dans le sens négatif du terme, mais vraiment essayer d'apporter de l'information qui soit intelligible et qui soit facilement assimilable pour toute personne, peu importe qu'elle ait un background financier ou pas financier. Et du coup, là, on est en train de lancer, du coup, tu en as fait partie aussi, une série de podcasts audio qui vont justement viser à interroger des professionnels de la finance islamique et d'expliquer des concepts pour que tout le monde puisse être à peu près au même niveau d'information. Et la deuxième chose qui est super importante, qui est importante pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'investissement, chez Mizzen, on a commencé par le compte de paiement halal et la carte de paiement. Ça, c'était une première étape. Notre seconde étape, c'est vraiment de rajouter des services d'investissement et de financement. Là, actuellement, on est en train de travailler sur un sujet qui est l'investissement et le financement immobilier. On prévoit de faire la première opération durant ce trimestre, en tout cas avant fin juin, Inch'Allah. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre à tous d'investir dans de l'immobilier de manière halal, mais à partir d'une centaine d'euros. Donc, vraiment un ticket qui est super, super, super bas. Ça arrive très, très, très bientôt, Inch'Allah. Et une fois qu'on aura fait ça, on ira après sur d'autres classes d'actifs qui seront aussi toutes intéressantes. Donc, oui, il n'y a pas grand-chose pour le moment au niveau francophone, mais quand on a de la volonté, on peut vraiment faire bouger les choses. Et justement, on peut faire bouger les choses que si les choses sont utiles et si les choses elles sont utilisées par le reste de la communauté. Exactement. Donc, c'était mon petit instant pub. Pas de souci. Merci à toi, Hicham. Non, avec plaisir. Et puis, je me réjouis. C'était vraiment une super belle discussion qu'on a eue au dernier podcast. Je me réjouis du résultat et aussi les blogs aussi. Aller sur le blog de Mizzen. On a déjà un article sur Zakat, un autre qui va bientôt venir sur la finance islamique aussi. Et sur aussi le climat ambiant assez tendu avec les banques et la finance. Assez tendu, c'est tout ce qu'on peut dire. Ultra tendu. Ultra tendu. En tout cas, c'est pour moi aussi une occasion. Je pense que parce que dans la zakat, il y a Alif al-Khouloub, c'est-à-dire la réconciliation des cœurs. C'est pas anodin. L'argent ou à faire du bien avec l'argent ou apporter, parce que je ne vais pas m'allonger, mais il faut qu'on se voie avec la finance islamique. On n'est pas un club fermé. Moi, c'est comme ça que je vois. On n'est pas un club fermé où on va juste faire de la finance islamique entre musulmans. Non, en fait, c'est des bonnes pratiques qui vont aider tout le monde. Et c'est comme ça que, en fait, c'est une manière aussi d'inviter les gens vers l'islam différemment, en fait, tout simplement. Donc voilà. Moi, je me réjouis de la suite. Et puis, les personnes, si vous avez des questions, des idées, n'hésitez pas à nous écrire. Genre, on est là, on est à votre dispo. N'hésitez pas à visiter, comme j'ai écrit dans le chat, zakat.fr, tout ce qui est sur la zakat, des ressources, des guides pour la zakat, le calculateur de la zakat. Ça, c'est un nouveau projet.
On pourra faire même un podcast sur ça, en fait, parce que c'est hyper long à expliquer. Avec grand plaisir. Un tout nouveau Avec grand système plaisir. de Zakat as a Service. Zakat en tant que service. Notre fondation est basée en Suisse, mais elle opère à l'échelle européenne, en fait, avec des partenaires locaux. Ça veut dire que les outils de calcul et de redistribution des zakat qu'on utilise, donc avec des technologies de pointe, on travaille avec Salesforce. On est vraiment au niveau de la distribution, on travaille avec des partenaires qui sont à Lyon et ailleurs. Donc, pour faciliter la distribution, la redistribution des zakat, la collecte et la redistribution partout en Europe, c'est un nouveau concept dans lequel on s'est lancé. Et je me réjouis parce qu'il y a vraiment un grand intérêt là-dessus. Et Inch'Allah, peut-être dans les prochains mois, vous allez en entendre parler, donc restez au courant. En fait, on est un pourvoyeur de services pour la zakat. En gros, c'est ça. Mais restez vraiment connectés, restez informés, on vous en dira plus. Et n'hésitez pas à visiter zakat.fr, à contribuer, parce que tout ce qui est donné sur cette plateforme sera redistribué en France. Voilà. La zakat, la communauté en a grand besoin, la finance islamique aussi. Merci Hicham pour ton temps. Salam alaikum à tout le monde, c'est Merci à dans toi. bientôt. Ouais, Gardez-nous dans vos doigts et puis j'espère vous retrouver tous très vite pour des nouveaux webinaires, des nouveaux podcasts. super. Merci. Merci beaucoup, Saad. Merci à toi. Et puis à très bientôt, À Inch'Allah. très Salam. bientôt. Salam. Salam à tous.